Nous allons passer maintenant au débat avec nos parlementaires qui ont bien voulu accepter une nouvelle fois cette année de venir débattre avec nous. J'aimerais avant juste profiter pour remercier tous ceux qui ont permis l'organisation logistique de cette conférence. Samuel Chiche pour l'organisation de la conférence, Ania Le Fur, Julia Picmal, Caroline Bauer, Mitzi Cardeville et Sarah Dafer pour toute l'aide logistique qu'ils nous ont apportée. Sur le site de l'IDPP, vous trouverez la conférence en replay, vous trouverez les diapositives, vous trouverez les données sous-jacentes au graphique et vous trouverez l'ensemble des informations qui vous permettent de retrouver ce qui vous a été présenté ici. Mais maintenant, place au débat démocratique avec nos parlementaires et je remercie encore une fois François Langlais pour avoir accepté de faire d'animer cette table ronde. Et maintenant, nous vous écoutons, chers parlementaires. Bonjour à tous et merci à nos parlementaires d'être là. Je vous les représente rapidement. À l'extrémité, Laurent Saint-Martin qui est rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. À ses côtés, Jean-Noël Barrot, député du MoDem, vice-président de la Commission des finances. Au centre, Éric Woerth, qui est député LR et qui est président de la Commission des finances. À ses côtés, Éric Coquerel, député LFI, qui est membre également de la Commission des finances, et Émilie Cariou, qui est à ma gauche, qui est députée non inscrite, qui a été à l'AREM, qui est aussi membre de la Commission des finances. Je vais prendre quelques minutes pour rappeler pour nos invités les principales conclusions des travaux que vous avez entendus, qui étaient très riches. Pardonnez-moi, ça va être fait un peu à coup de serpe, mais c'est au fond pour donner un socle à notre débat. Le premier élément, c'était une analyse macroéconomique sur cette crise avec deux questions, au fond, sur la nature de cette crise, la nature particulière de cette crise, et la seconde, sur la pertinence de la politique économique qui a été engagée pour la contrer. Nature de la crise, bien sûr, un choc très important, 4 fois plus que celui de 2009, donc c'est très substantiel, mais beaucoup moins durable, parce que c'était un choc non économique qui inhibait, bien sûr, nos comportements d'homo economicus dans les échanges, dans la consommation, dans le travail, mais qui n'a pas laissé les séquelles profondes sur les bilans qu'avait laissé la crise financière de 2008-2009. Impact des mesures gouvernementales très, très intéressant. S'il n'y avait pas eu ces mesures prises globalement, on aurait probablement eu une récession supérieure de 20 points de PIB au point le plus bas de la crise, c'est-à-dire au deuxième trimestre 2020. 20 points de PIB sur des chiffres trimestriels, évidemment. Ces mesures ont permis aussi de gagner 5 trimestres et demi dans la récupération du niveau d'activité antérieur à la crise. Donc c'est très important, ça fait plus d'un an. Résultat tout à fait contre-intuitif et très intéressant sur la dette aussi, l'impact de ces mesures sur la dette. Évidemment, on sait que ça a coûté très cher. Pour autant, l'étude qui nous a été livrée aujourd'hui montrait que il y avait eu entre 10 et 30 points de PIB de dette évitée grâce aux mesures qui avaient soutenu l'activité. Sur le chômage, là aussi, résultat très, très important, quelles que soient les catégories de diplômes. L'employabilité des salariés ayant été préservés. On a évité, au-delà même des coûts proprement budgétaires, des dégâts humains qu'on a pu observer dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et qui rendent aujourd'hui le retour de l'activité normale beaucoup plus problématique. Le coût du chômage partiel, 32 milliards. Sans chômage partiel, on aurait été à 33. Donc vous voyez, pour un coût équivalent, au fond, on a des résultats qui sont très, très intéressants. C'était le premier point. Le deuxième, c'était l'impact des mesures gouvernementales sur les entreprises, subdivisé en deux chapitres, l'impact du budget 2022 et puis le bilan du quinquennat. Sur l'impact justement des mesures prises pour lutter contre la crise, le premier élément qui nous a été donné est assez intéressant. Il montrait l'extrême hétérogénéité de l'impact de la crise sur les entreprises, puisque si on divise les entreprises en 10 groupes, chacun de ces groupes représentant 10% de la valeur ajoutée française, on voit que le groupe le plus affecté a perdu 75% de son chiffre d'affaires,
c'est évidemment énorme, et qu'à l'inverse, à l'autre extrémité, il y a un groupe qui a gagné 66% de chiffre d'affaires. Donc, deux situations parfaitement symétriques. Les aides elles-mêmes, au total 80 milliards d'euros, très importantes pour certains secteurs, comme on peut l'imaginer, notamment l'hôtellerie, café-restauration, où ça représentait jusqu'à 45% du chiffre d'affaires annuel. Au total, un quart des aides données pendant cette période ont été attribuées à ce secteur de l'hôtellerie-restauration. Deux phases dans les aides. La première qui allait de mars 2020 à octobre 2020 et la deuxième d'octobre 2020 à octobre 2021. Pendant la première phase, ce sont les entreprises les plus affectées par la perte de chiffre d'affaires qui sont les plus aidées. Pendant la seconde phase, un peu différente, ce sont plutôt les petites entreprises et les entreprises peu productives. Ça, évidemment, ça s'explique par le fait qu'on a changé d'instrument entre la première et la deuxième phase, notamment avec l'invention du fonds de solidarité qui était structurellement destiné aux entreprises de taille petites ou moyennes compte tenu des limitations de chiffre d'affaires. Sur le deuxième sous-point, en quelque sorte, sur les entreprises, le bilan de la politique fiscale du quinquennat, deux mesures principalement, la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse des impôts de production. Elles ont bénéficié plutôt, comme on peut l'attendre, aux entreprises du secteur manufacturier, plutôt aux ETI et aux grandes entreprises, et plutôt aux entreprises qui ont été moins affectés par le Covid, donc moins aidés au titre des mesures exceptionnelles. C'est assez logique, au fond, puisque les entreprises les plus affectées sont plutôt des entreprises de services, évidemment, alors que la baisse des impôts de production, par définition, profite davantage aux entreprises industrielles. Dernier point, les ménages. Là encore, subdivisé en deux temps, le budget 2022 et puis la rétrospective sur le quinquennat. 2022, toute une série de mesures, la poursuite de la baisse de taxes d'habitation, l'abattement fiscal pour les foyers qui bénéficient de l'allocation handicapée, et puis les mesures exceptionnelles, le chèque énergie et l'indemnité inflation. Au total, un effet de plus de 3% sur les 1% de revenus les plus modestes, donc assez important, et qui va de façon dégressive jusqu'aux 2/3 de la distribution des revenus. Mais alors évidemment, on retrouve un élément un peu atypique à l'autre extrémité de la distribution des revenus, c'est-à-dire chez les plus favorisés, qui eux aussi profitent bien du budget 2022, compte tenu du fait que c'est la deuxième tranche de la diminution de la taxe d'habitation. Pour ce qui est disons, du bilan du quinquennat, on a au total 24 milliards d'euros de revenus disponibles rendus aux ménages, en quelque sorte. Il y a 28 milliards de baisse d'impôts et puis 4 milliards qui sont repris aux ménages sous la forme de hausse de prestations sociales. Alors, l'analyse très, très fine, là encore, je fais ça à coup de serpe. En gros, quand on compare, disons, quand on s'intéresse à l'impact sur les revenus des ménages, qu'on divise les ménages en 100 groupes, on voit que sur les 5 premiers centiles, donc les revenus les plus faibles, pas d'impact très lisible de toutes les mesures du quinquennat, des pertes et des gains en fonction des centiles, mais au fond, une situation difficile à lire. Assorti d'un avertissement de précaution que vous avez fait, qui est que c'est un groupe social très hétérogène, parce que y a à la fois des vrais pauvres et des faux pauvres, en quelque sorte des gens qui sont momentanément dans la difficulté. Mais pour eux, le bilan du quinquennat n'est pas bon. Et après, il y a une vaste classe moyenne qui va en gros du 6e décile jusqu'au 99e décile. Donc classe moyenne élargie à la fois par le bas et par le haut, où on a des gains sur les 4 années du quinquennat qui sont de l'ordre compris entre 1,3 et 2% par an, donc jusqu'au 99e centile, c'est-à-dire relativement haut dans la distribution des revenus. Le troisième groupe, c'est bien sûr le dernier centile, le centième, c'est-à-dire celui des revenus les plus élevés, qui lui a une augmentation plus importante, qui est de plus de 3%. Il y a un autre élément qui nous est donné, assez intéressant, je le livre à votre sagacité, c'est qu'au fond, les effets de progression de revenus sont très différents suivant qu'on s'intéresse aux actifs
ou aux inactifs. Pour les actifs, la progression moyenne est de 3,5%, donc relativement substantielle. Encore une fois, progression moyenne annuelle sur le quinquennat grâce à toutes les mesures qu'on vient d'évoquer. En revanche, pour les inactifs et singulièrement les retraités, le gain est beaucoup plus modeste, sauf tout en haut de la distribution et également tout en bas. On a conclu des travaux avec des réflexions sur la comparabilité des études qui ont été faites, qui étaient assez intéressantes, mais qui permettaient de montrer que finalement, quand on prend les dernières grandes études et qu'on les compare, qu'on les associe à celles qui nous ont été présentées aujourd'hui, pourvu qu'on neutralise les biais, les présupposés liés aux effets calendaires, etc., on arrive au même résultat. Tout ça pour dire que ces résultats qui nous sont présentés aujourd'hui sont assez solides. Voilà. Pardon aux chercheurs d'avoir été un peu caricatural, mais c'était destiné à justement donner un peu un socle à notre débat. Peut-être, ça serait bien que chacun d'entre vous, justement, donne, mais de façon relativement succincte, sa lecture du bilan fiscal du quinquennat, après quoi on engagera un débat, et puis on prendra bien sûr les questions de la salle. Peut-être en commençant par vous, Émilie Cariou. On doit avoir un deuxième micro, ça serait bien. Pardon, il est là. Vérifiez bien qu'il fonctionne. Merci. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on aborde les aides et le bilan fiscal et l'effet sur les entreprises et les ménages en même temps? Écoutez, ce qui vous paraît le plus saillant, au fond, voilà. on peut... Alors, bon, je peux déjà... bon, il y a les entreprises et il y a les ménages. Alors, d'une part, là, on commence à sortir d'une crise sanitaire qui a engendré une crise économique, mais aussi une crise sociale, et on le verra par la suite. Très certainement, nous tous avons voté les premières mesures d'urgence, qui ont été des mesures de mise sous cloche de l'économie et qui ont eu les effets que vous avez décrits là. C'est-à-dire qu'on a évité le gros crash, on a évité d'ailleurs des pertes de points de PIB, parce qu'on a permis finalement de maintenir les entreprises sous perfusion et de maintenir les employés en lien avec les entreprises. Donc ce sont des aides aux entreprises qui ont permis massivement de maintenir l'emploi, et à ce titre, la mesure de chômage partiel, elle a été très importante. Sans cela, qu'est-ce qui serait passé? On aurait eu du chômage, et puis finalement c'est l'UNEDIC qui aurait été mis à contribution plus que l'État. Donc là, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une économie de marché et les salaires ont été nationalisés. C'est l'État qui a payé les salaires du privé. Les autres mesures qui ont été mises en place, type fonds de solidarité, le fait qu'on ait repoussé un certain nombre de charges fiscales, voire qu'on en ait annulé, ça a servi finalement à tous les secteurs qui ont subi les fermetures administratives, avec des effets plus forts en fin d'année 2020. Le fonds de solidarité, très certainement, il était trop modeste en début d'année. En fin d'année 2020, et d'ailleurs moi je faisais partie des personnes qui réclamaient plus d'aide aux PME, là il a été multiplié par 4, et là on le voit finalement, toutes les entreprises, hôtellerie, restauration, tous les secteurs touchés par les fermetures administratives ont pu en bénéficier. Donc moi je considère que ces aides d'urgence, elles ont été bien calibrées. Bon, n'étant plus dans la majorité, je les ai toujours votées, contrairement au plan de relance qui à mon sens n'était pas forcément bien calibré. Donc sur les aides d'urgence, elles ont permis d'éviter le crash économique, comme vous venez de le démontrer. Après, sur les mesures pérennes, type baisse d'IS et baisse de la CVAE, notamment, et de la CFE, des impôts dits de production, alors ça, ce sont des charges assez importantes dans le budget de l'État. Alors la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, c'est pas lié aux mesures d'urgence, c'était quelque chose qui était dans le programme du candidat Emmanuel Macron, qui était le fait que la France avait le taux d'impôt sur les sociétés les plus élevés au monde avec les États-Unis. Les États-Unis sous Trump l'ont baissé à 22%. Nous, on avait proposé, à l'époque j'étais encore dans la Majo, de le baisser à 25%. Moi, je considère que ces mesures de baisse de taux, elles se justifiaient parce que un taux élevé avait engendré une assiette très mitée de l'impôt sur les sociétés en France, ce qui fait que les entreprises faisaient tout pour éviter finalement ce taux d'imposition élevé. Mais en revanche, je pense qu'on n'a pas du tout été assez loin sur le nettoyage de l'assiette fiscale. C'est-à-dire que notre assiette fiscale à l'impôt sur les sociétés, elle est complètement mitée par tout un tas de mécanismes fiscaux qui donnent lieu à de l'optimisation fiscale en national et en international, et que bien évidemment, là, on n'a pas fait le travail qu'il faut. Donc le baisse du taux d'IS, c'est une mesure pérenne qui profite aux entreprises qui se portent bien, qui dégagent du bénéfice, et bien évidemment, en masse, ce sont les entreprises les plus grandes qui profitent de cette baisse de taux. Mais je dirais que ça, c'est une mesure d'attractivité de notre territoire qui a été assumée dès le début du quinquennat.
Pour la baisse des impôts de production, là, c'est plus problématique. Parce que c'est une mesure qui a été un peu vendue comme une mesure d'urgence pour accompagner ce mouvement d'attractivité et puis faire en sorte qu'au sortir de la crise, on attire encore des investissements en France. Sauf que quand vous regardez la structure des impôts de production, et à ce titre, je pense qu'on pourrait encore aller plus dans le détail par rapport à ce qui nous a été présenté, le fait est que les impôts de production, notamment la CVAE qui a été choisie comme impôt ABC, n'est pas payé par les TPE et très peu payé par les PME. C'est un impôt qui est payé par les grandes entreprises. Et au sein des grandes entreprises, si on va plus loin dans le détail, en fait, on se rend compte que relativement à leur poids dans l'économie, les entreprises de la finance payent beaucoup plus de CVAE que l'industrie. Donc, dans les faits, même si les industries manufacturières, comme vous l'avez dit, ont bénéficié de la baisse de la CVAE, proportionnellement à leur poids dans l'économie, ce sont les entreprises du secteur financier qui en ont le plus bénéficié. Or, elles n'en avaient pas besoin. Elles n'avaient pas besoin de cette baisse de CVAE. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, ce ne sont pas des mesures d'urgence, comme la baisse d'IS. Ça a bénéficié à des entreprises qui n'ont pas souffert de la crise. Très bien. Donc moi, sur cet aspect-là, je pense que c'est parce que ça représente quasiment 10 milliards d'euros. Oui, et vous savez, au moment où l'hôpital public est complètement exsangue, moi je pense que ce n'était pas le moment de faire cette baisse de CVAE. Voilà. Ça, c'est pour les entreprises. Éric Coquerel, votre lecture donc, de ces mesures. Ma lecture, d'abord merci à l'IPP. Alors je sens que quand on va s'appuyer sur vos analyses dans l'Assemblée qui contrecarrent quand même un peu le discours gouvernemental, on va voir encore des haussements d'épaules de certains députés de la majorité qui disent oui mais c'est l'IPP. Bon, il se trouve que ça confirme quand même aussi certains. Oui mais je traduis une réalité quand même. Ça traduit aussi, ça confirme aussi certaines autres études. Je vais y venir notamment pour les entreprises venant notamment du troisième rapport piloté par France Stratégie. Bon, la première chose qui est indiquée, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit depuis le début de ce PLF, notamment à partir de la DG, de la Direction générale du Trésor, la politique depuis 4 ans, et cette année encore, est une politique profondément anti-redistributive. Voilà. Il n'y a jamais eu autant d'explosions des richesses pour le décile le plus riche, et même en allant encore un peu plus loin pour en réalité le 1% des plus riches, très certainement de l'histoire de la Ve République. Et ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, on retient ce que nous, on a demandé depuis longtemps, que les mesures pérennes, c'est-à-dire on ne mélange pas les mesures pérennes d'un côté et puis de l'autre côté des mesures ponctuelles, ce qui évidemment nivelle un peu le problème. Deuxièmement, parce que vous avez eu le mérite de regarder jusqu'au bout ce que vont faire ces mesures. C'est-à-dire que quand on prend des décisions qui sont des décisions aujourd'hui, mais qui vont en réalité avoir un impact en 2023, vous les prenez et vous avez bien raison de le faire, puisqu'elles vont avoir une incidence. Donc, premier aspect, l'aspect profondément anti-redistributif, et encore, c'est pas un reproche que je vous fais, mais si on tenait compte de la baisse d'impôts sur les entreprises, qui souvent bénéficient quand même aux plus riches, si on tenait compte de la baisse des dépenses publiques, qui à l'inverse impacte le plus dans ceux qui en ont le plus besoin, je pense que cette différence de pouvoir d'achat, qui voit par exemple une baisse du pouvoir d'achat de fait chez par exemple les 10% les plus défavorisés de nos concitoyens, serait encore pire qu'elle n'est déjà dans votre analyse. Donc, premier aspect, profondément anti-redistributif. Le deuxième aspect, c'est sur les entreprises. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que cette politique de donner de l'argent, ou en tout cas de réduire les impôts d'entreprise sans condition, sans contrainte, ça a un impact avant tout en faveur des entreprises qui ont le moins subi la crise. Bon, votre tableau, de ce point de vue-là, il est vraiment très éclairant. C'est-à-dire le tableau le slide 35, qui montre bien que dès lors qu'on parle des mesures là aussi pérennes, et non pas les mesures prises d'urgence par rapport à la crise, baisse d'impôts de production, baisse d'IS, et bien paradoxalement, moins vous avez subi la crise, plus vous avez bénéficié de ces mesures. Et ça a des conséquences. C'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas le plus subi la crise, cet argent-là va quelque part. Et cet argent-là, en réalité, puisqu'il est sans condition, va notamment dans l'explosion des dividendes du CAC 40 qu'on a constaté cette année. CAC 40 qui a battu encore des records d'explosion de dividendes, plus 51 milliards de dividendes, mais qui n'empêche, dans le même temps, les entreprises ont quand même supprimé 60 000 emplois, dont la moitié sur le territoire français. Donc ça c'est un lien. Parce que quand vous prenez les mesures pérennes sans condition, vous voyez que finalement, ça avantage des entreprises qui n'avaient peut-être pas besoin d'être le plus aidées. Et troisième élément, vous voyez, je vais essayer d'être le plus court, mais que je voudrais quand même relever, c'est ce que j'appellerais la manière dont on a puisé sur la sécurité sociale la dette Covid.
c'est-à-dire la dette créée par le Covid. On l'a impacté sur la sécurité sociale, notamment à travers les mesures d'exonération, de chômage partiel, etc. Ce qui a deux incidences. D'abord, ça coûte plus cher, parce que là, vous êtes obligé de rembourser le stock, contrairement à la dette, on y reviendra peut-être d'État, je viens de commettre un livre sur ce sujet. Et deuxièmement, évidemment, ça crée des trous, j'allais dire, indus pour les comptes sociaux, puisque c'est une politique de décision de l'État d'aide aux entreprises et en aucun cas de ce que devrait servir la sécurité sociale, c'est-à-dire pour assurer les citoyens contre les risques sociaux. Donc ça, c'est un troisième élément que je trouve problématique dans la politique qui a été suivie. Merci à vous. Éric Woerth. Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation annuelle. Alors là, c'est déjà sous forme de bilan. Moi, je note de ce qui a été dit, et puis je vais regarder un peu les graphiques avant de venir. Il y en a beaucoup. Hein. C'est au contraire très précis. Je sais bien qu'Émilie demande plus de précision encore, mais c'est dans sa nature, mais c'est quand même assez précis. Je note que, je ne sais pas si c'est redistributif, c'est en tout cas distributif. C'est-à-dire qu'on voit bien que les mesures qui ont été prises ont permis aux uns et aux autres à peu près de survivre durant cette crise. C'est pas une crise, et d'ailleurs on voit selon la forme ce V très, très puissant, cette dépression et cette remontée très rapide, on voit bien que ça n'a pas grand-chose à voir avec la crise d'il y a 10 ans, que l'une était une crise économique et donc pleine d'incertitudes, et donc la sortie pour les acteurs économiques était au fond plus compliquée parce qu'ils étaient touchés eux-mêmes dans leur entreprise de production, alors que là c'est une crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique, ça a fermé puis ça a réouvert. Et on voit que le rebond est très rapide. Après, on verra ce qu'on fait de ce rebond, mais c'est une autre histoire. En tout cas, c'est distributif. On voit quand même que toutes les catégories sociales, grosso modo, ont été protégées, même les catégories d'entreprises. Alors, pas les plus faibles, sans doute, mais elles étaient faibles déjà avant. Ce qui est très étonnant, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est les calculs que vous avez faits pour dire... Et s'il n'y avait pas eu, et si ces mesures n'avaient pas eu lieu, qu'est-ce qui serait passé, au fond, si on avait laissé la crise s'installer en luttant de la même manière contre le virus, c'est-à-dire en fermant l'économie. Alors c'est assez impressionnant de se dire que toutes ces dépenses d'urgence étaient au fond des dépenses d'investissement. C'est-à-dire qu'on se dit, ça aurait été pire. La chute du PIB, les revenus, etc., etc. Tout ça aurait coûté plus cher. Oui. Et même la dette, tout ça aurait coûté plus cher. Bon, ça m'atteint un peu au cœur, parce que je me dis quand même, ça fait beaucoup de dépenses publiques et ça aurait coûté encore plus de dépenses publiques. Donc je suis un peu bouleversé par ça. D'ailleurs, j'y vois plus rien. J'ai plein de brouillard sur mes lunettes, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on va se désintoxiquer de la dépense publique, quoi. Dans un pays qui en a déjà beaucoup, au fond, le PIB est à 60-70% concerné par des dépenses publiques, et on ne peut pas fonctionner évidemment tout le temps de cette façon-là. Quant au dernier centile et au premier centile, les deux survivent. Le centile le plus riche, il survit, c'est-à-dire il vit au-dessus de la vie, plus au-dessus de la vie, il plane au-dessus de la vie des autres, et puis les autres survivent au sens littéral du terme, ils essayent de sauver leur peau. Sur ces deux centiles, je pense que pour beaucoup, on aurait les mêmes résultats, c'est-à-dire que les uns s'en sortent toujours, au fond parce qu'ils ont absolument les moyens de s'en sortir, et quelles que soient les politiques fiscales, on obtiendrait les mêmes résultats, enfin sauf évidemment avoir des politiques fiscales quasiment mortifères, ou alors, et puis pour ceux qui ont beaucoup de mal à vivre, ceux-là c'est très difficile de les atteindre, et très souvent on mesure mal les choses, et je pense que les aides d'État, parce que là on parle que de l'État, il y a aussi des aides des collectivités locales, d'autres types d'aides publiques qui probablement les atteignent de façon plus précise, et les aident de façon plus précise en mettant ici un logement à disposition, ici plein de choses qui ne sont pas mesurées. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant. Merci. Quant au rebond... Pardon, juste quant au rebond, je suis assez attentif à l'idée de voir les plans s'imbriquer les uns dans les autres. Je pense que c'est plutôt bien fait. Il y a d'à fois un accompagnement de l'urgence vers la relance. On voit les résultats. Vous les avez tenté de les mesurer. Alors pas uniquement sur la période de crise, mais on voit que certaines diminutions d'impôts le préparaient. Et on voit aussi un plan d'investissement. On verra ce qu'il donne. Mais enfin, en tout cas, c'est une bonne méthode. Nous l'avons voté, hein. Donc, j'ai pas d'état d'âme avec tout ça. Nous l'avons voté. On y a aussi participé. On a aussi donné nos propres
nos propres idées. Donc je pense que c'est une bonne chose, en dehors de la taxe d'habitation qui, à mon avis, était une erreur, pour plein de raisons, mais que je pourrais expliquer si vous le souhaitez. Jean-Noël Barrot. Merci beaucoup. À mon tour, je veux remercier et féliciter les auteurs de ces travaux, pour ces travaux-là, mais aussi pour les travaux d'évaluation qui ont été menés sur les réformes de début de quinquennat et qui ont été très utiles. Alors je pourrais dire, comme les dernières fois qu'on s'est vu, que c'est très utile, mais c'est trop tardif. Je pourrais une nouvelle fois vous rejeter la faute dessus en vous disant que vos travaux arrivent un peu tard, puisqu'on vote la partie fiscale du projet de loi de finances tout à l'heure. La totalité... Le projet de loi de finances qu'on vote tout à l'heure, mais on pourrait aussi la rejeter sur nous-mêmes, c'est-à-dire notre capacité à dégager du temps pour l'évaluation. Et j'en profite pour saluer le travail de mes deux voisins, de droite et de gauche, qui ont fait adopter hier un texte sur la loi organique des lois de finances. Hein ? Oui, qui instaure désormais une séquence de 3 semaines au Parlement consacrée à l'évaluation au mois de juin. Donc c'est une avancée à bas bruit, mais c'est une avancée fondamentale pour, je crois, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Sur les résultats présentés par les auteurs de ces travaux, sur le premier point, je suis un peu comme Eric, je pense comme tout le monde, se dire qu'on a économisé, ou en tout cas que la dette se serait creusée encore plus si les mesures n'avaient pas été entreprises. C'est un peu la magie du multiplicateur keynésien. Ça ne veut pas dire que la dépense publique a à chaque fois ce type d'effet, mais effectivement dans les cas de crise, et on l'avait vu pendant la crise de 2008, les dispositifs de prêt garantis par l'État ont fait faire en quelque sorte des économies à l'État, puisque le coût de la sauvegarde des emplois était inférieur au coût que les chômeurs additionnels auraient représenté. Sur le deuxième point qui concerne les entreprises, c'est très utile de voir que ça a été globalement, en tout cas pour les mesures de soutien, ciblé en fonction de la baisse d'activité. Je pense que ce qui était intéressant, le débat qui a eu lieu à l'époque, c'était de savoir s'il fallait rester sur une logique sectorielle, notamment pour le Fonds de solidarité. Est-ce qu'il faut prendre les secteurs qui sont frappés en direct parce qu'ils sont fermés administrativement, et quelle part il faut donner aux critères de baisse de chiffre d'affaires, parce qu'en réalité, au sein de chaque secteur, il y a eu sans doute beaucoup de variabilité. Et donc, dans un rapport sur lequel j'ai travaillé moi-même, on a essayé de disséquer ce qui, dans la baisse d'activité, provenait de l'appartenance sectorielle, de la structure financière des entreprises en entrée de crise, et de résidus locaux, notamment liés à l'intensité épidémique, développement du télétravail, ou tout simplement à la proximité d'autres entreprises directement affectées, parce qu'elles étaient dans des secteurs durement touchés et autres. Et d'un point de vue de la mise en œuvre assez rapide de la politique publique à ce moment-là, c'est ces questions-là qui nous préoccupaient. Et sur le dernier point qui concerne les ménages, d'abord dire que c'est très intéressant d'avoir votre validation en quelque sorte sur l'effet moyen sur le niveau de vie sur l'ensemble du quinquennat, environ 2%. Vous différez dans vos résultats de ce que le gouvernement a produit dans son rapport économique, social et financier. D'ailleurs, vous le dites très clairement, aux deux extrêmes, puisqu'on a le dernier centile ou les derniers centiles qui progressent, un peu moins que ce qu'on avait vu lors des précédentes éditions de ces journées à l'IPP, mais quand même. Et puis, les premiers centiles, les 5 premiers centiles qui stagnent. Alors, il y a des différences de méthodologie qui expliquent ces différences. D'ailleurs, vous le montrez dans vos documents. Le fait qu'un certain nombre de mesures qui avaient été décidées avant le début du quinquennat, mais auxquelles le quinquennat actuel n'a pas renoncé, ça en explique une partie. Le fait que vous attribuez 100% de la hausse, ou en tout cas vous affectez 100% de la hausse de l'énergie, me semble-t-il, aux ménages, alors que la DG Trésor en affecte 2/3, considérant qu'un tiers reste aux entreprises, en explique une autre. Donc, c'est donc sur ces hypothèses qu'il faut essayer de discuter. Mais il faut faire évidemment attention parce que il peut y avoir une lecture assez caricaturale des résultats qui, à mon avis, conduit à effacer une partie des bienfaits de l'exercice que vous faites, qui nous permet de comprendre dans le détail l'impact des mesures décidées depuis le début du quinquennat. Merci à vous. Laurent Saint-Martin. Merci et à mon tour de remercier à la fois l'IPP et le CEPREMA pour leurs travaux de très bonne qualité comme d'habitude. Vous dire que les parlementaires lisent vos travaux, je tiens à le préciser régulièrement et pas seulement pour préparer cette table ronde annuelle. Je rappelle que dans le cadre du rapport d'évaluation sur les lois fiscales que le rapporteur général publie généralement au cours du mois de juillet,
J'avais fait une étude sur le niveau de vie effectivement des ménages suite aux différentes mesures fiscales d'avant-crise notamment, et je l'avais évidemment beaucoup documenté grâce à vos travaux, donc c'est quelque chose que nous faisons vivre au fil de l'eau, voilà, pour vous à la fois vous le confirmer et vous dire que du coup par effet domino c'est lu et évidemment apprécié. Pour pas répéter ce qui a déjà été dit, peut-être vous donner une lecture un peu différente, notamment des effets de la fiscalité des ménages, puisque c'est beaucoup ce dont il a été question juste avant notre table ronde, et puis une lecture probablement de l'issue de la crise. Sur le revenu des ménages, je considère qu'il y a vraiment deux grandes familles d'actions politiques qui ont été celles de cette majorité pendant les 5 dernières années, et qui sont vraiment de nature différente, et qui expliquent aussi certains effets graphiques assez parfois déstabilisants, ou qui peuvent démontrer d'apparence certaines formes d'inégalité dans le bénéficiaire des aides. Il y a d'abord le principe de mieux rémunérer le travail et de faire en sorte que le pouvoir d'achat, même si ce terme est très piégeux, le pouvoir d'achat de la grande majorité des Français augmente, et notamment ceux qui travaillent. C'est évidemment la suppression de la taxe d'habitation, c'est la suppression des cotisations sociales pour une partie, c'est évidemment la baisse de l'impôt sur le revenu pour les 2 premières tranches, c'est évidemment aussi toute une série de hausses de différents minima sociaux et de la prime d'activité. Ça, c'est vraiment le mieux vivre de son travail et hausse du pouvoir d'achat. Et puis, il y a la partie, évidemment, fiscalité du haut patrimoine et fiscalité des revenus du capital, que je mets à part volontairement, parce que les conséquences sont pour moi différentes. Quand on fait la réforme de l'ISF, qu'on la transforme en IFI, quand on fait la réforme du PFU, c'est évidemment, de facto, un gain de pouvoir d'achat, si j'ose dire, pour les derniers déciles, et notamment, on le voit avec le très grand graphe du dernier centile, c'est le PFU, essentiellement. Donc tout ça est très vrai, statistiquement. Mais si nous avons fait cela, il faut toujours le rappeler, c'est que politiquement, ça a des conséquences, que je crois fonctionnent et créent des bénéfices sur la société, à savoir un climat d'investissement dans le pays, ça a marché, à savoir une capacité à créer plus de marge pour les entreprises, et donc aussi à embaucher. Ça va aussi de pair, évidemment, avec les mesures fiscales pour les entreprises. Parce que les dernières études, les évaluations qui ont été faites notamment par France Stratégie, sont plus balancées. Je vais y venir justement. Parce qu'à chaque fois que j'émets cette hypothèse-là, qui n'est pas une hypothèse pour moi, mais à chaque fois que j'émets ce propos, il y a un mécanisme automatique qui fait lever le bras droit d'Éric Coquerel, qui demande la parole au président de séance à chaque fois pour me répondre là-dessus. Vous voyez que je l'ai précédé. Mais bien sûr, vous avez raison, le rapport de France Stratégie fait penser l'inverse. Mais parce que je n'ai jamais considéré... Non, mais il ne fait pas penser l'inverse. Il dit on ne peut rien penser pour l'instant. Non, il dit quelque chose de très juste. Il dit on ne peut pas considérer qu'il y a un lien direct entre la fiscalité des revenus du capital et la hausse de l'investissement privé. Au sens, et c'est tout à fait juste, et j'ai toujours dit ça d'ailleurs, on ne peut pas demander à flécher une baisse de fiscalité sur les ménages dans une typologie d'investissement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le climat d'investissement, c'est quelque chose qui, à mon avis, dans notre pays n'est pas assez cultivé, et justement fait que des décennies et des décennies de décisions publiques n'ont pas réussi à le stabiliser dans le temps. Mais pour moi, le climat d'investissement, c'est baisser la pression fiscale, c'est assumer une politique de l'offre et regarder les résultats en termes d'investissement privé et d'emploi. Ce n'est pas essayer de flécher une baisse de fiscalité sur certains ménages par rapport à de la hausse d'investissement productif dans un certain nombre de produits d'épargne, etc. Voilà, c'était juste pour repréciser là-dessus. France Stratégie a raison sur ce point, mais ne contredit pas ce que je dis par ailleurs. Sur le lendemain de la crise... Brièvement, puisqu'il faut qu'on puisse prendre des questions aussi. Alors, très rapidement. D'accord avec tout ce qui a été dit, le quoi qu'il en coûte, amortisseur, le plan de relance a permis de remettre à niveau avec de nouvelles directions, je le rappelle aussi régulièrement, hein. Le plan de relance, c'est pas juste de l'investissement, c'est de l'investissement fléché, c'est de l'investissement notamment sur la décarbonation de l'économie, et puis évidemment les nouveaux investissements de moyen long terme comme France 2030 qui seront immensément importants. Le résultat juste quand même, c'est au final un pays qui a retrouvé son niveau d'investissement privé équivalent à celui d'avant-crise depuis le premier trimestre 2021. C'est un niveau de chômage à 7,5%, qui est le plus bas que nous avons connu il y a 15 ans. C'est évidemment le lien direct entre une politique fiscale, pas que fiscale, mais beaucoup fiscale d'avant-crise, et une réaction
à la crise et une réaction publique à la relance qui, je crois, a été la bonne et a permis ses fruits. Et un dernier mot, si vous me le permettez, pour dire que les choix de demain, notamment face au niveau d'endettement et face aux enjeux de finances publiques qui attendent les prochaines majorités et le prochain gouvernement là-dessus, sont absolument colossaux. Et ce que nous avons effectivement permis d'adopter hier en CMP avec le Sénat, la proposition de loi organique que nous portons avec Éric Woerth, je crois, permet un cadre de rétablissement de nos finances publiques qui est, à mon avis, davantage plausible. Merci Laurent Saint-Martin. Un mot pour Émilie Cariou et après on prend vos questions. Je voulais juste en même tempérer. Le sujet du chômage sera regardé de très près. Parce que la tendance depuis 15 ans, c'est quand même la montée des CDD, des contrats courts et des contrats très très courts, avec une explosion aussi ces dernières années. Récemment, c'est moins vrai. Oui, mais la part des CDD a plutôt progressé. Oui, mais regardez les contrats très courts, eux, au sein des CDD, ils ont progressé. Donc, parce que quand même, il y a deux réalités dans ce pays. Hein. Il y a la réalité du contrat court et la réalité de la pauvreté. Et si vous allez voir toutes les associations caritatives, là, je peux vous dire que pour le coup, leurs effectifs ont aussi augmenté et leur clientèle a augmenté. Donc, je pense qu'il va falloir analyser beaucoup plus finement la nature du travail qui est en train d'être produit dans ce pays. Peut-être y a-t-il des questions. Pas encore, le temps qu'elle se dégèle. Alors, Éric Coquerel, vous avez été interpellé indirectement par Laurent Saint-Martin. Tenez. Non, je souris toujours avec Laurent Saint-Martin, c'est qu'il appuie des choses. Alors, nous, on peut dire au moins qu'effectivement, par exemple, le rapport France Stratégie ou les différents rapports de l'IPP ne voient pas trace d'une politique qui vise à donner de l'argent aux entreprises sans contrepartie, dans l'emploi, dans les salaires, dans l'investissement. Je rappelle que, quand même, au niveau de l'investissement, il y a plus d'investissements aujourd'hui sortant que d'entrant dans le pays. C'est ça la réalité. D'accord ? Donc, par rapport aux chiffres mirifiques que le gouvernement, mettons ça à part. Mais par contre, quand je demande à Laurent Saint-Martin sur quoi il s'appuie concrètement pour dire l'inverse, c'est vrai, Laurent, que en général, c'est l'hypothèse que, bon, bah oui, c'est comme ça parce que c'est bien. Bah non, c'est pas comme ça, c'est bien. Et pour l'instant, il n'y a pas un rapport qui voit la politique qui est donnée de l'argent sans contrepartie aux entreprises avec les effets d'investissement, de création d'emplois, etc. Bon, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Sur l'histoire du chômage, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit à l'instant par Émilie, mais attention, c'est-à-dire que si on regarde le schéma de l'emploi entre, par exemple, le début de la crise et maintenant, on s'aperçoit effectivement que beaucoup des emplois créés actuellement sont des CDD très courts. Bon, donc non seulement statistiquement ça peut poser un problème, mais en plus ça veut dire que la nature de l'emploi qui arrive, en ce qu'il a de précarité et ce qu'il a d'assurance pour l'avenir, est quelque chose qui est problématique. Et puis troisième réflexion que je voulais avoir, je trouve que j'ai entendu Éric Woerth tout à l'heure parler que il ne fallait pas qu'il se désintoxique trop rapidement. Il a toujours des phrases très bien, Éric Woerth, sur l'histoire de la dette et des dépenses publiques, mais c'est la preuve d'une chose. Et ça, ça interpelle la politique qu'on nous prépare si Emmanuel Macron est réélu. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que si Emmanuel Macron est réélu, on va revenir aux 3% de déficit en 2027. On va avoir la plus grosse baisse de dépenses publiques dans les 5 ans à venir qu'on a connu depuis très longtemps. Vous y croyez par une loi honnêtement organique. Comment vous y croyez honnêtement? Parce que quand on regarde je crois à la volonté politique de le faire. Alors peut-être que ce que j'espère, c'est qu'on va gouverner. Ce que j'espère, c'est qu'on va gouverner, que Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, donc on fera une toute autre politique. Mais je me méfie quand même parce que c'est quand même la politique qui sévit depuis des années, qui est quand même d'essayer, globalement, on baisse les recettes, donc on augmente les déficits. C'est quand même ça aussi de baisser les impôts, notamment pour les plus riches. Et quand même, on essaye de baisser les dépenses publiques. L'hôpital en a quand même souffert pendant longtemps. Ce gouvernement-là, on ne peut pas lui faire ce reproche. Hein. Il a dépensé à fond. Non, ce n'est pas vrai. Non, vous parlez de quoi? Écoutez, par exemple, vous parlez de quoi? Des 100 milliards du plan de relance qui, en réalité, n'ont été qu'à moitié engagés. Je parle de 5% de PIB de déficit, alors que la quasi-totalité des pays européens sont bien au-dessus. Là, par rapport à ce qui a été engagé pendant la crise, on ne pouvait pas faire autrement. Et comme vous l'avez remarqué vous-même, ça a évité plutôt plus de dettes. Mais je veux en venir à ce que je veux dire. C'est que, attention, dans les 5 ans à venir, à faire en sorte qu'à vouloir baisser la dette de manière impérative, on ferme les feux de l'économie. Certes, on a Je rappelle toujours une chose, en 2012-2013. Voilà, c'est ça, c'est que heureusement qu'il y a eu des dépenses publiques pour alimenter à un moment l'économie française
après la crise des subprimes, parce que le marché privé était atone et que c'était les dépenses publiques qui, quand même, ont permis d'éviter la récession. Donc attention à ce qu'on nous propose, et à mon avis, qui serait une grave erreur, parce qu'effectivement, le déficit, à un moment donné, assumé, pour des dépenses légitimes, ça procure aussi des recettes, et ça fait aussi marcher l'activité économique. Éric Woerth. Les modèles exceptionnels ne peuvent pas être des modèles courants. Enfin, il y a des périodes, et j'entends bien que le multiplicateur keynésien il joue à fond, mais in fine, évidemment, ça ne peut pas être le modèle pour la sortie. Et probablement la dépense doit être différente, composée différemment. C'est pour ça d'ailleurs que avec Laurent, on a tenté, et d'ailleurs ça fonctionne, puisqu'on votera jeudi matin, une modification substantielle de la constitution financière du pays, la LOLF. Alors c'est pas la volonté politique, c'est pas non plus la constitution, mais c'est à bon niveau. Et on essaie de faire particulièrement la différence entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement, en renouvelant également la définition du terme d'investissement pour le rendre moins comptable sur une partie des indicateurs. Tout ça montre que la dépense, elle sera clé dans le rebond, mais on ne peut pas vivre de dépenses publiques. C'est évidemment la production de richesse qui joue. Et d'ailleurs, on mesure assez peu, souvent, quelque chose d'assez simple, qui est la perte de richesse durant cette crise. Il y a bien un moment donné où le PIB il a baissé, il est remonté, c'est très bien, mais enfin, il y a un énorme creux, là, une sorte de trou noir, dans laquelle se sont engouffrés 300 milliards à peu près. 250, 300 milliards, on peut le calculer de façon très différente. Ces 300 milliards, on les remontera pas. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent quasiment perdu. Alors, il a été compensé in fine, puisque c'est une perte et que personne n'a perdu vraiment de revenus. C'est une perte qui a été compensée par de la dépense publique et par un surcroît d'endettement, mais on ne peut pas jouer à ça tous les 3 jours. Quant au contrat, évidemment, je préfère comme tout le monde qu'un contrat à durée indéterminée, avoir du temps et avoir des capacités d'emprunt, pouvoir parler avec son banquier de façon à peu près raisonnable, mais je préfère beaucoup de choses au chômage pur et dur. Et dans des économies qui retrouvent le chemin du plein emploi, la France en est loin, hein. Enfin, elle est sur un meilleur chemin que ce qu'on aurait pu craindre à l'entrée de crise. On aura une mixité plus importante sans doute de contrats plus courts, de contrats évidemment plus longs, des transformations de ces contrats courts selon les secteurs. Voilà, donc c'est pas parce qu'on signe probablement peut-être avec quelquefois des contrats plus courts qu'auparavant que ça change beaucoup de choses qui comptent, c'est d'être dans une économie sur les dernières statistiques, je suis pas sûr, hein. Comme il y a des pénuries d'emplois, de ressources assez importantes. Dans l'hôtellerie, la restauration qu'on fréquente tous au fur et à mesure, ces contrats, les gens sont prêts à être payés plus. Enfin, en tout cas, les employeurs veulent bien payer plus, donc ça a bien un effet d'augmentation d'un certain nombre de salaires. Le marché du travail, il joue au fond à plein, et puis d'assurer d'une garantie d'emploi, en tout cas pour un temps plus important que d'habitude, et c'est tant mieux. Et donc cette mixité de contrats dans un pays qui était habitué à 8 ou 9% de chômeurs et qui est en train de redescendre, il faut peut-être tenter de s'y habituer aussi. Laurent Saint-Martin. Oui, si vous me le permettez, je voudrais revenir quand même un petit peu sur l'après. Et sur le fait que ce qui a été investi aujourd'hui, depuis le quoi qu'il en coûte, jusqu'au plan de relance, jusqu'à France 2030, a des enjeux beaucoup plus importants que le simple rebond. Il y a un enjeu qui est absolument fondamental, c'est quelle croissance potentielle pour demain dans notre pays. Si on parvient à établir une croissance potentielle de façon durable, supérieure à l'avant-crise, alors on aura changé d'étage. Ce qui est considérablement différent comme regard qu'on peut porter sur le pays, évidemment en termes de recettes fiscales. Ça, évidemment, en tant que membre de la Commission des Finances, ça nous intéresse au premier chef, mais pas que, avec toutes les externalités extrêmement positives que ça crée, y compris vis-à-vis de l'emploi. Sur les contrats courts, la réforme de l'assurance chômage qui est en cours et qui va connaître une nouvelle brique à partir du 1er décembre, elle a aussi pour objectif de lutter contre les contrats courts. Et c'est extrêmement important. C'est de l'incitation au travail, c'est vrai, avec des modifications de critères en nombre de mois, notamment travailler sur les 24 derniers mois. Enfin, tout le monde connaît ça, je crois, ici. Mais c'est surtout vraiment une lutte contre la précarisation et la paupérisation des contrats courts. Ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Donc, il y a un vrai cercle vertueux à enclencher au lendemain de la crise avec les bons investissements. C'est pas que des mots. C'est
vraisemblablement un modèle économique plus prospère à créer dans le pays qui nous permettra d'avoir une croissance potentielle plus importante. La croissance potentielle sur les prochaines années à partir de 2023-2024 est à mon sens plus important que la puissance du rebond. Tout le monde est très content de finir plutôt à 6,5, 6,6 que à 5% tel qu'on l'avait initialement pensé encore au début de l'été. Certes, mais je crois profondément que le vrai pari et les vrais choix politiques qu'on fait aujourd'hui, ils auront plus de conséquences sur une croissance potentielle supérieure à celle que nous avions connue entre 2017 et 2019. Et ça, je crois que c'est vraiment un résultat, parce que Éric Coquerel demandait à juste titre sur quoi tu t'appuies quand tu donnes tes propos. Mais moi, je m'appuie sur les résultats. Si demain, on a une croissance potentielle supérieure, c'est gagné. Si aujourd'hui, on a un chômage à 7,5, c'est gagné. Si aujourd'hui, on a un investissement privé supérieur à l'avant-crise, c'est gagné. Après, c'est effectivement chacun de ses objectifs. Mais pour moi, ce sont les objectifs politiques prioritaires. Jean-Noël Barrot. Puis après, on va... Y a-t-il des questions qui se... Moi, je vais en poser une, comme ça sera la première. Pour les auteurs, sur la partie ménage, il y a sans doute au moins une des dépenses les plus récentes sur la fin du quinquennat qui n'est pas prise en compte, mais peut-être avez-vous déjà réfléchi à la manière dont elle pourrait impacter vos graphes. C'est le contrat engagement jeune, donc les 500 € pour 400 000 jeunes. Est-ce que c'est trop marginal pour impacter le graphe et notamment les 5 centiles du bas de la distribution? Voilà. L'un de vous veut-il répondre? Oui. Oui, alors du coup pour le contrat d'engagement, donc là on l'a en effet pas simulé. On a donc simulé quand même l'extension garantie jeune de 100 000 à 200 000. Donc là, pour des questions de timing, on ne l'a pas pris en compte. On pourrait le faire avec une méthodologie similaire de celle qu'on a fait pour la garantie jeune. Alors après, l'enjeu avec la garantie jeune, c'est que on a des informations relativement limitées en fait sur le recours. C'est-à-dire qu'on a des informations sur les critères d'éligibilité. Alors après, qui fait les procédures à la mission locale pour avoir donc ce contrat d'engagement, donc quelles sont les pratiques des missions locales. Donc ça sont des choses sur lesquelles on a pour le moment peu d'informations, mais on compte utiliser dans le futur donc des données, alors je ne me rappelle plus comment sont les données, mais il y a des données administratives sur justement ces politiques-là spécifiques. Donc je pense que ce sera fait dans l'avenir, quoi. En volume, c'est de nature à bousculer? Alors en volume, là ce qu'on observe en tout cas des estimations qu'on a pu faire sur l'extension de la garantie jeune, ça joue assez peu sauf au niveau du premier centième. Voilà, donc en fait ça va pas, sauf que au niveau de ce premier centième, justement les erreurs de mesure sont quand même assez importantes. Il y a beaucoup de situations transitoires au niveau de ce premier centième. Sinon, à part ce premier centième là, ce qu'on observe sur la garantie jeune, c'est assez marginal. Voilà, c'est pas la même ampleur d'un point de vue budgétaire que d'autres mesures, comme par exemple, je sais pas moi, la taxe d'habitation, où là, en termes de masse, c'est beaucoup plus important. Voilà. Peut-être pour conclure, on va se projeter un peu sur l'année, les années qui viennent, et vous demander à chacun d'entre vous, brièvement, de nous dire, selon lui, selon elle, quel est le chantier fiscal le plus important pour le début du prochain quinquennat. On va commencer par Laurent Saint-Martin et faire le tour et terminer par vous, Émilie Cariou, si vous le voulez bien. Vraiment, je compte sur vous pour être relativement concis, parce que je crois d'ailleurs que vous avez une obligation impérieuse qui vous attend. Ça serait pas bien. Écoutez, François Langlais, je crois que le chantier révolutionnaire en termes de fiscalité, ça serait de ne plus rien faire pendant un petit moment. Si la France arrivait à donner un peu de stabilité, de visibilité fiscale, que ce soit sur les ménages ou sur les entreprises, alors moi je suis toujours favorable à continuer à baisser un petit peu les impôts, mais je crois qu'on a vraiment fait un gros morceau, 52 milliards d'euros, un peu plus même sur le quinquennat. Les impôts de production, on peut continuer éventuellement à les baisser. Il y a probablement quelques impôts sur les ménages qu'il faudrait revoir. De toute façon, on va être obligé pour certains, par exemple la redevance télé, donc il va y avoir quelques chantiers. Mais moi, je prône d'abord une stabilité et surtout pas d'effet zigzag. C'est encore le meilleur ami de l'investissement et de la consommation. Jean-Noël Barrot.
Oui, pour moi, l'enjeu, et c'est d'ailleurs un peu le piège de ces exercices d'évaluation de l'impact redistributif des mesures fiscales et budgétaires d'un quinquennat, c'est que, au fond, l'objectif, en tout cas de la majorité telle que moi, je l'ai compris, c'est pas d'égaliser les revenus monétaires, mais c'est d'améliorer, en tout cas quand on réfléchit aux inégalités, d'améliorer l'égalité des chances, l'égalité d'opportunités, c'est-à-dire d'accentuer la mobilité sociale. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Ça passe pas nécessairement par la fiscalité, mais s'il y a un élément, à mon avis, sur lequel il faudrait travailler, c'est notamment la question du logement et la fiscalité du foncier, qui, à mon avis, peut déverrouiller un certain nombre de problèmes. Éric Woerth. Je pense qu'on fait faire trop de choses à la fiscalité française. Elle est beaucoup une fiscalité. Évidemment, il faut bien avoir de l'argent pour financer des services publics, et d'ailleurs, ils sont sous-financés aujourd'hui. Mais c'est aussi beaucoup d'argent pour inciter à faire. Donc c'est toutes ces niches fiscales, tous ces sujets-là. Et on voit bien que ça marche pas, ça marche un peu, mais d'abord ça dure pendant très longtemps, on les mesure pas, on les évalue pas, on les change pas, parce que derrière c'est compliqué à changer. Donc sans doute beaucoup de stabilité, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il sera difficile de baisser les impôts. Alors les augmenter, il faut oublier ça, mais je crois qu'il sera difficile de les baisser dans un premier temps sans doute, parce qu'il faut bien financer les services publics, il faut réformer les services publics, il faut augmenter l'efficacité de la dépense publique. Augmenter l'efficacité, 1 euro doit produire de dépenses publiques, doit produire plus que ce qu'il produit aujourd'hui. C'est d'abord de respecter, à mon avis, le contribuable et les générations futures. Et à ce moment-là, avoir comme priorité plutôt la diminution de fiscalité qui pèse sur les entreprises au sens large du terme. On peut longtemps en parler pour augmenter la compétitivité du pays. Merci. Éric Coquerel. La première chose, c'est de se redonner des marges de manœuvre, notamment parce qu'on vient d'avoir la COP26 et qu'on est vraiment très faible en termes d'investissement pour une bifurcation écologique. Voilà, c'est l'INSEE qui estime qu'il faudrait 60 milliards de plus par an, rien que pour atteindre la stratégie bas carbone. Donc pour ça, il faut de l'argent. Donc il faut surtout arrêter de baisser les impôts. Et il faut même les augmenter pour les couches de population qui ont le plus bénéficié de ces baisses. Donc ça veut dire revenir sur la question de l'ISF, la flat tax, imposer les revenus du capital comme ceux du travail, mettre 14 tranches d'impôts pour rendre l'impôt plus juste, en finir avec beaucoup de niches fiscales qui coûtent très cher, traquer véritablement l'exonération fiscale. Nous, on a calculé, on a fait un contre-budget. On pense pouvoir récupérer assez facilement 118 milliards de cette manière-là. Et la deuxième chose, c'est que de mettre en place une politique qui, sur la valeur ajoutée, redonne de l'argent, plus d'argent au revenu du travail qu'au revenu du capital. Et quand je dis revenu du travail, c'est pas sur les cotisations, c'est y compris avec les cotisations qui sont un salaire socialisé. Donc ça passe par la répartition du temps de travail, ça passe par la répartition des richesses. Et puis troisième point, ne pas hésiter, contrairement à ce qu'on a dit, à recourir à la dette quand c'est pour des sommes, des investissements légitimes. Donc c'est pas les baisses de recettes par exemple. Et donc commencer par annuler la dette Covid au lieu de se mettre un boulet dans les pieds pour les années à venir. Merci. Émilie Cariou. Merci. Alors moi, vous savez, j'ai un idéal de justice fiscale, donc je pense qu'il y a encore du travail à faire. Et il y a du travail à faire, non pas pour taxer les gens pour le plaisir, mais pour financer des politiques publiques qui en ont besoin d'urgence. Je pense à la santé, je pense à l'enseignement supérieur, je pense à la justice, par exemple. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. La France est en retard sur ces politiques publiques. Alors, moi, je pense qu'il y a 3 grands axes qu'on peut creuser, notamment la conditionnalité des aides publiques, 100 milliards de niches fiscales, beaucoup de niches fiscales qui vont sur les très grandes entreprises sans aucune conditionnalité aujourd'hui. Par exemple, créer un peu recherche. Donc là, aujourd'hui, il faut se servir de ces... Moi, je ne suis pas contre les aides publiques. En revanche, il faut se servir de ces aides publiques pour faire de la relocalisation, pour faire de la transition écologique, pour faire de l'investissement dans les compétences, dans l'emploi. Et donc pour ça, il faut mettre, ça s'appelle de la régulation en fait. Faire de la régulation économique, c'est se servir aussi de l'outil fiscal pour faire de la régulation et inciter à investir en France. Ensuite, je pense qu'il y a une nécessité d'équité fiscale. Et pour ça, il faut rééquilibrer. Vous l'avez vu, là, le dernier décile, le PFU qui explose. Ça, c'est des millions d'euros qui viennent sur des personnes physiques, individuelles. Donc moi, à un moment donné, quand on sort d'une crise, qu'on a des politiques publiques à financer, il faut absolument faire payer à chacun sa juste part, comme dit Joe Biden. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment les revenus du capital, en début de quinquennat, on a estimé qu'il fallait baisser pour mettre du liant dans la machine économique. Aujourd'hui, je considère qu'on peut très bien réaugmenter le PFU pour faire contribuer les revenus du capital à la politique de solidarité dans notre pays. Et enfin, la lutte contre l'optimisation fiscale. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Là-dessus, on a des dizaines de milliards d'euros à aller récupérer en franco-français et aussi dans nos relations bilatérales.
à commencer par la révision des conventions fiscales avec les pays du Golfe, ce serait déjà bien pour éviter des trous dans la raquette énormes et du siphonnage de recettes fiscales européennes. Et ça permettrait de financer nos politiques publiques. Oui. Je ne vais pas prendre la parole à mes camarades, mais juste un petit mot. On est face à des transitions. C'est ça le monde qui bouge. Et politiquement, je pense que chacun en est maintenant à peu près persuadé dans la plupart des grands pays du monde. Enfin, on peut en discuter, mais enfin, en tout cas, transition écologique, numérique, c'est passé dans les esprits. Les réussir, c'est d'abord un défi financier. C'est avant tout cela, ça va coûter des fortunes. On est en face de murs d'investissement considérables dans tous les domaines, absolument considérables. Il va bien falloir les financer, ces murs d'investissement. Alors soit ils se financent de façon privée par le rendement, et donc c'est pas une question dans ce cas-là de fiscalité, c'est une question de prix. Donc, à un moment donné, il y a des prix, au bout du compte, il y a quelqu'un qui achète quelque chose, et donc ça coûte plus cher parce qu'il y a des investissements à amortir. Et c'est cette question qui va se poser aussi. Ça va être l'arbitrage entre les prix et la fiscalité. Merci à vous d'être venu prolonger les travaux de l'IPP. Merci à l'IPP de nous avoir accueillis. Je crois qu'on peut applaudir nos débatteurs pour les remercier.